Bonjour à tous, aujourd'hui je continue ma série de vidéos qui a pour but de vous faire découvrir comment fonctionne votre cerveau, comment il gère la connaissance et surtout l'inconnaissance. On ne va pas dire ignorance normalement? Mais pour comprendre comment marche le cerveau, il faut d'abord comprendre 2-3 choses sur la théorie des probabilités. Vous savez, ce truc que votre cerveau utilise pourtant quotidiennement sans que vous vous en rendiez compte. Générique. Alors faisons une expérience de pensée. Imaginez que vous avez un ensemble de 10 billets. Le truc c'est que certains de ces billets sont des contrefaçons. Alors voilà, si je les mélange un coup, sauriez-vous me dire quelle est la probabilité de piocher un vrai ou un faux billet? Pour pouvoir répondre, il faut d'abord commencer à rappeler ce qu'est une probabilité. Une probabilité, c'est la mesure des chances qu'un événement se produise. Et c'est quoi un événement? Un événement, c'est quelque chose qui peut arriver lors d'une expérience dite aléatoire, comme par exemple obtenir pile en lançant une pièce, ou tirer une carte rouge dans un jeu de cartes. Une probabilité s'exprime toujours sous la forme d'un nombre entre 0 et 1, où 0 ça veut dire que ça n'arrive jamais, et 1 ça veut dire que ça arrive toujours. On peut éventuellement multiplier par 100 pour énoncer les probabilités sous forme de pourcentage, mais ça ne change rien sur le fond. Ainsi, on peut dire qu'en théorie, si tu lances une pièce, tu as une chance sur 2, soit 50%, qu'elle tombe sur pile ou 50% sur face. On n'était pas censé leur apprendre des choses, non? Eh bien en fait, pour tout vous dire, et comme l'explique plus longuement Julien Bobroff dans cette vidéo, des chercheurs ont récemment démontré qu'en réalité, tirer à pile ou face n'est pas strictement équiprobable. Équiprobable, ça veut dire que les probabilités sont équiréparties, c'est-à-dire que les chances sont équilibrées entre tous les résultats possibles. Il n'y a pas un cas qui a plus de chances de se réaliser que les autres. Ah bah voilà autre chose maintenant. Tirer à pile ou face, c'est plus 50-50? Pendant 12 heures, ils se sont relayés pour tirer à pile ou face et ils ont fait 350 000 tirs. Et le résultat final, c'est que la pièce est retombée du même côté 50,8% des fois. Pour le dire autrement, une probabilité qu'un événement se produise, c'est égal au nombre de cas favorables sur le nombre de cas possibles. Par exemple, tirer un 6 sur un lancer de dés, il n'y a que un cas favorable, la face où est marqué 6, et il y a 6 cas possibles puisqu'il y a 6 faces au dé. Donc on a une chance sur 6, on note ça, P de obtenir un 6 égale 1 sixième, soit 0,1666 ou encore 16,666%. Maintenant qu'on a nos définitions de base, revenons à nos billets. Prenons l'événement tirer un faux billet, qu'on va arbitrairement noter A. C'est pas pour le plaisir de mettre des lettres abstraites dans des formules mathématiques, c'est juste plus court à écrire, donc plus pratique. Pour avoir la probabilité de tirer un faux billet, il suffit de compter 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur un total de 10. Donc il y a 6 faux billets sur 10. Facile. On peut aussi chercher la probabilité d'obtenir un vrai billet. Ici, il n'y en a évidemment que 4 sur 10, puisqu'il s'agit de tous ceux qu'on n'a pas comptés juste avant. On parle alors de probabilité complémentaire. On appelle la probabilité complémentaire, pour P de A, tout ce qui n'est pas l'événement A, c'est-à-dire la probabilité de ne pas avoir de faux billet. Et sans la double négation? Autrement dit, la probabilité d'avoir un vrai billet. Merci. En mathématiques, on note ça A bar, ou A', ou encore A avec un petit c, comme complémentaire. Me demandez pas pourquoi les mathématiciens ont besoin de 3 façons différentes pour écrire la même chose. Ici, on gardera la notation A bar, point barre. A bar, oui. Ok, et il est où le point avec la barre? Donc le complémentaire, c'est juste de la logique. On prend tout ce qui est A, plus tout ce qui n'est pas A, et on obtient le tout. On peut donc faire passer le terme de notre choix de l'autre côté comme ceci, et on obtient P de A égale 1, donc le tout, moins P de A bar, tout ce qui n'est pas A. On obtient bien P de A égale 1 moins 4 dixièmes, ce qui est bien égal à 6 dixièmes. Maintenant, admettons que j'ai un appareil qui permet de détecter s'il s'agit d'un vrai ou d'un faux billet. Le truc, c'est que certaines contrefaçons sont si bien faites qu'elles ne sont pas forcément détectées par l'appareil. Change d'appareil. De plus, certains vrais billets sont passés un trop grand nombre de fois à la machine à laver, et cela a pour effet qu'ils peuvent être détectés à tort comme frauduleux. Change vraiment d'appareil? On va appeler l'événement B à avoir un test positif. Un test est dit positif s'il détecte le billet comme étant une contrefaçon. Si on compte, on voit qu'il y a 5 billets sur 10 qui sont testés positifs. De la même manière, on peut obtenir le complémentaire P de B bar, qui est égal à 1 moins P de B, qui est donc aussi égal à 5 dixièmes. Il y a bien 5 billets testés négatifs et 5 positifs. Donc si j'ai bien suivi, P de B bar, c'est la probabilité qu'un billet soit considéré comme un vrai billet, indépendamment du fait qu'il le soit vraiment ou non. Exactement. Mais si maintenant je te demande combien y a-t-il de billets qui sont des contrefaçons et qui ont un test positif? Alors si je regarde, j'en vois 1, 2, 3,
4 faux sur les 10, donc 4 dixièmes. C'est tout à fait ça. Mathématiquement, on va écrire P de A et B égale 4 dixièmes. Les probabilités conditionnelles, c'est lorsqu'on cherche une probabilité ayant des conditions précises. Par exemple, la probabilité d'avoir un faux billet parmi l'ensemble des billets testés positifs. On note ça P de A parmi B. Alors vous avez peut-être déjà entendu dire P de A sachant B. Encore un coup des mathématiciens qui disent une même chose différemment. Mais ça sera plus clair en disant parmi. On comprend de suite qu'il s'agit d'une probabilité parmi un sous-ensemble. Mais les deux façons de dire sont correctes. De la même manière, on peut aussi chercher la probabilité qu'un billet soit positif parmi l'ensemble des faux billets. Ou autrement dit, P de B parmi A, et on trouve 4 sixièmes. On peut maintenant appliquer le principe de probabilité complémentaire à une probabilité conditionnelle. Puisque P de B parmi A égale 4 sixièmes, alors la probabilité d'avoir un billet testé négatif parmi les faux billets est égale à 2 sixièmes. De la même manière, puisque P de A parmi B égale 4 cinquièmes, alors la probabilité complémentaire d'avoir un vrai billet parmi les billets testés positifs est égale à 1 cinquième. Si on veut finir tous les cas possibles, on peut aussi s'amuser à calculer Non mais il n'y a que toi que ça amuse en fait. la probabilité d'avoir un billet testé positif parmi les vrais billets, la probabilité d'avoir un billet testé négatif parmi les vrais billets, ainsi que la probabilité d'avoir un faux billet parmi les billets testés négatifs, et pour finir, la probabilité d'avoir un vrai billet parmi les billets testés négatifs. Waouh, parce qu'on s'amuse par ici. Bon, c'est bien joli tout ça, mais il n'y avait pas une histoire de sensibilité des tests là pour savoir à quel point c'est fiable ces choses-là? En effet, il existe d'un côté ce qu'on appelle la sensibilité, qui indique à quel point tous les faux billets seront tous détectés ou non, et de l'autre, la spécificité, qui indique à quel point on exclura les faux positifs. Donc autrement dit, à quel point on ne détectera que les faux billets. Le mieux étant évidemment d'avoir un test avec 100% de sensibilité pour détecter tous les faux billets et 100% de spécificité pour ne détecter que les faux billets. Je vous laisse en description le lien pour consulter un article avec le même exemple mais une approche médicale. Ce sera l'occasion pour vous de réviser et voir si vous avez bien compris. Mais avant de se quitter, je dois vous parler d'une formule qui va nous occuper pour le prochain épisode, à savoir la formule de Bayes. Alors on a rapidement vu ce qu'était une probabilité conditionnelle tout à l'heure, mais avant de continuer, on va avoir besoin de formaliser un peu les choses. Une probabilité conditionnelle, c'est défini comme P de A parmi B égale P de A inter B sur P de B. Si vous ne savez plus ce qu'est une intersection, je vous renvoie à cette autre vidéo pour vous rafraîchir la mémoire. Si on reprend notre exemple des billets, ça se vérifie facilement. On a vu que P de A et B, ou P de A inter B, c'est pareil, est égal à 4 dixièmes. Et P de B est égal à 5 dixièmes. Donc P de A parmi B, selon cette équation, c'est égal à 4 cinquièmes. On peut ainsi remanier un peu l'équation en faisant simplement passer un terme de l'autre côté et obtenir P de A inter B est égal à P de A parmi B fois P de B. Mais le truc, c'est que vous êtes d'accord que A et B, ce sont des conventions. On aurait pu attribuer les lettres dans l'autre sens. Donc d'une certaine façon, on peut aussi écrire que P de A inter B, c'est égal à P de B parmi A fois P de A. Ce qui nous permet de mettre une égalité avec ces deux équations. P de A parmi B fois P de B est égal à P de B parmi A fois P de A. Et sans le savoir, commence à se dessiner sous vos yeux l'équation mathématique probablement la plus importante de toutes et que vous connaissez et appliquez chaque jour sans même le savoir. Je veux évidemment parler de la formule de Bayes. Dans la prochaine vidéo, je vous expliquerai comment fonctionne la formule de Bayes, ou comme l'appellent les, la formule du savoir. Je suis sûr que vous croyez ne jamais avoir utilisé cette formule de votre vie, ou du moins en dehors de l'école. Mais au fond, est-ce que vous en êtes sûr ? En bonus, je vous laisse avec les lois de Morgan que tout bon développeur ou logicien connaît évidemment par cœur. Ça nous sera utile pour plus tard.